C'était obligé que j'aille au bout, quoi. Je voulais avoir un parcours d'excellence, rencontrer des grands chefs et me former auprès d'eux pour un jour pouvoir avoir ces 3 étoiles. Donc vous allez mettre tout ce que vous savez dans les assiettes. Des fois, on met de trop. Et ce travail-là, il demande énormément d'efforts, de dire, il y a trop, enlève. Tu vas rajouter un truc parce que tu veux combler un endroit de l'assiette ou parce que tu as une technique que tu viens d'apprendre et que tu veux mettre absolument dans cette assiette, alors que j'ai appris à enlever tout ça et ça m'a mis beaucoup de temps à simplifier. Dans Dialogue, j'aime bien vous faire rencontrer des gens complètement extraordinaires. Parce que c'est tellement inspirant, ça donne tellement de joie et de courage de voir quelqu'un qui se manifeste, qui invente, qui déplace tout. Une sorte de génie complètement authentique. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir quelqu'un de bouleversant, quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. Et donc, je suis à la fois heureux et un peu tremblant de vous le présenter. C'est l'un des plus grands chefs français, le chef du Gabriel, qui est un restaurant qui a eu 3 étoiles. Mais au-delà des 3 étoiles, c'est juste un chef complètement génial et complètement authentique. Quelqu'un qui travaille et qui montre ce que peut être l'excellence. Vous allez voir même au-delà de la cuisine, que ça vous passionne ou pas. Je crois que ce qu'il a à dire sur comment se mettre au travail, comment toucher l'excellence, comment s'accomplir, ça parle à chacun d'entre nous. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de Foutez-vous la paix et la magie de l'ordinaire. Et là, tout de suite, on est avec Jérôme Banquetel. Vous allez voir, c'est bouleversant, ouais, c'est juste bouleversant. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment extrêmement heureux de vous recevoir dans Dialogue parce que votre parcours me semble très inspirant et votre travail m'enthousiasme, comme vous le savez. On se connaît depuis de nombreuses années. Et venir chez vous est toujours pour moi une grande fête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne devient pas un des plus grands chefs de France, un travail d'une excellence remarquée partout comme ça. Et je trouvais intéressant qu'on décortique un peu comment on advient à une telle excellence et qu'on essaye de comprendre un peu cette excellence. Et la première question, c'est comment on trouve sa vocation ? Et dans votre cas, je trouve que c'est passionnant parce qu'on ne peut pas dire que vous avez rêvé enfant, que vous alliez devenir cuisinier. Et donc, je trouve ça intéressant. C'est totalement ça. C'est que je n'étais pas du tout... il n'y avait rien dans mon enfance qui me conduisait à la cuisine, sauf une grand-mère qui cuisinait, mais que ce n'était pas vraiment... elle faisait juste pour alimenter toute la famille. Mes parents n'étaient pas du tout... dans ce métier-là, ma mère infirmière et mon père plutôt dans la mécanique. À la maison, on mangeait très simplement. Et moi, j'étais uniquement focus sport, focus foot, qui passait au-dessus de tout. Et c'est vrai, il y avait juste le milieu où j'étais quand même dans la campagne tout le temps. Mes grands-parents étaient à 500 mètres de la maison, donc j'y allais toutes les arrivées d'école, j'allais les voir. Donc il y avait la ferme quand même, il y avait les chevaux, il y avait les œufs, les poules, il y avait quand même tout ce monde autour de moi, mais c'est vrai que les années ont passé, les années scolaires ont passé et je me suis jamais dit, tiens... Vous vouliez faire quoi quand vous aviez... à part devenir joueur de foot après vous... Ouais, ça aurait été obligatoirement un métier manuel, j'aurais peut-être été plus menuisier ou reprendre la ferme de mes grands-parents, mais... Voilà, c'était plus ce côté-là, mais pas du tout la cuisine. Pas du tout. Et alors, c'est vraiment c'est un hasard, coïncidence. C'est un hasard, une rencontre une discussion avec un copain d'école, et qui me dit que lui, il partait en école hôtelière, à une centaine de kilomètres du village où j'ai fait mon enfance. Et puis, je sais pas, avec son père, ils ont réussi par juste leurs paroles à me donner l'envie d'y aller, de me dire qu'il y avait un choix entre la salle et la cuisine, et puis que c'était un métier manuel, un métier où
il y avait un métier de partage, on faisait plaisir, on pouvait créer quelque chose avec ses mains. Voilà, donc je dis, pourquoi pas. Et je me suis inscrit à cette école, 4 ans d'école. Mes parents n'y croyaient pas au début, et puis... Pourquoi ils n'y croyaient pas? Que vous mordiez à ça? Ouais, je pensais que c'était juste une passade, que j'aurais fait ça 1 an, et puis que j'aurais fait autre chose. Ils ne pensaient pas que j'aurais été vraiment tout de suite attiré par ce métier, attiré par cette exigence, ce côté un peu militaire. Moi, je suis content parce que ma thèse, souvent, c'est que les gens croient que c'est en s'écoutant qu'on va trouver sa vocation, et c'est en rencontrant le réel qu'on trouve sa vocation. Donc, voilà, c'est en commençant dans l'école que vous commencez à sentir que ça vous parle. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, vous faites la salle et la cuisine, et c'est après 1 an que vous sentez... Ouais, mais j'avais senti bien avant, mais j'étais obligé de faire 1 an, quoi. Mais après, vous sentez, non, c'est la cuisine. C'est la cuisine, ouais. Mais à quel moment vous dites, là, je sens que je vais pouvoir y consacrer ma vie? Parce que déjà, on fait 1 année, donc on a la salle et la cuisine, et puis on fait un stage. Et puis je tombe dans une petite maison en Normandie d'un jeune chef, d'un chef qui, on est 2 à cuisiner, donc c'est très bien. Ça dure pas longtemps, mais c'est le premier contact. Et pour la cuisine surtout. Et donc, ce quotidien où on fait plaisir, on crée quelque chose, on part d'un produit brut, on l'épluche, on le cuit, et puis on l'assaisonne, et puis on fait plaisir, on fait des jolies assiettes, il y a des couleurs, il y a des produits. Voilà, c'est la matière en elle-même qui me procure ce plaisir de voir des jolis cèpes, de voir de jolis poissons. Voilà. Donc, je sors de ce premier stage court, mais je reviens avec une idée de dire, bon, maintenant, c'est ce métier-là que je veux faire. L'exigence, l'excellence, ça sera un peu plus tard. Là, dans un premier temps, voilà. J'aime ce que je fais. Déjà, c'est très beau parce que c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est tellement important. C'est beau comment vous parlez. D'abord, un beau produit, on l'aime. C'est important qu'il y ait ça. Donc, au début, vous venez de le dire, c'est important. Il y a un truc que vous aimez, vous connaissez, vous sentez que vous pouvez y consacrer votre vie, mais on n'est pas encore dans ce qui va vous saisir après, la passion folle du travail. Non, tout me fait plaisir, même les cours de technique autour de la cuisine, les moments d'échange avec mes camarades, les moments de service, parce qu'on avait un service par semaine où on se mettait chef d'une brigade. Voilà, tout ce côté-là me plaît. Me lever le matin, j'ai pas de difficulté. Déjà les bouquins de cuisine, déjà quels sont les chefs de la région. Enfin, voilà, la passion commence à venir dès les premières années d'école, et où je vais faire mon prochain stage, quel chef je vais rencontrer, qu'est-ce qu'il fait. On n'avait pas les réseaux sociaux encore, donc c'était juste des livres, des revues, des jeunes qui avaient fait des stages ailleurs et qui en parlaient. Donc c'était vraiment que des discussions, quoi, dans un premier temps. Et puis voilà, il y avait cette envie. Il y a le travail et la curiosité de ce que font les autres. Ouais. Donc ça, on pourrait dire, voilà, le premier, on reconnaît une vocation parce que ça nous parle et qu'il y a une sorte de plaisir, de joie, de curiosité qui naît. Après, la question de l'excellence et la formation. Ça, c'est la deuxième stage. J'ai la chance de rencontrer un grand chef breton, Michel Carré-Vert. Et lui, il a vraiment, Luc Danguin, il a vraiment cette passion en lui, déjà 2 étoiles, donc l'envie d'avoir 3. Ça a toujours mené sa vie. Et là, je fais 1 année avec lui, et je passe la meilleure année de cuisine que j'ai faite avec un chef à la dure, mais qu'on respecte parce que il est sur une ligne de conduite lui-même qui est dans l'excellence. Donc on ne peut que le respecter, que d'être fasciné par ce chef qui est au fourneau, hein, qui n'est pas au passe comme la plupart des chefs à aboyer, mais lui, il est au garde-manger.
il cuit, il assaisonne. Enfin, voilà, c'est le déclic qui fait là. Et je me dis, là, soit j'aurai deux, mais si je peux avoir trois, ça serait Ah, vraiment. déjà, vous aviez quel Ouais. âge? J'avais 18, 19 ans. Assez bouleversant. Ouais. Mais là, je savais que je voulais faire ça. Waouh. Et que mon parcours ne serait que étoilé. Ça, c'était hyper important aussi. Je ne ferai pas une maison autre qu'étoilée parce qu'on a un métier qui est compliqué, qui est dur. Et puis après, il y a plein de choses de la vie qui font qu'on peut, à un moment donné, quitter ce milieu de l'excellence sans y être arrivé, par des soucis de famille, des soucis d'argent, des soucis de plein de choses. Mais moi, c'était obligé que j'aille au bout, quoi. Je voulais avoir un parcours d'excellence, rencontrer des grands chefs et me former auprès d'eux pour un jour pouvoir avoir ces 3 étoiles. Donc, vous avez été chez Michel Quérivert. Après, vous avez été chez Guy Caillou. Ouais, Guy Guillou, pardon. Guillaume, qui a été à l'auberge de la Taupinière. Ça a aussi Là, c'est une beaucoup rencontre, compté. là. Une rencontre où j'ai rencontré Olivier Belin, mes copains ont travaillé ensemble, qui ont travaillé ensemble là-bas. Et puis c'est le vivier, la cuisine ouverte, la cuisine de la mer avec une cheminée où on cuisinait à la cheminée. Voilà, un petit déclic sur les produits de ma région et la chance de pouvoir côtoyer les plus beaux légumes, les plus beaux fruits de mer, les plus belles langoustines, les plus beaux homards, les plus beaux bars que j'ai vus. Donc c'était gros déclic, gros un bon moment de cuisine, quoi. Mais c'était une étoile, mais c'était dans l'exigence. Guy, c'était quelqu'un qu'on respectait parce que c'était un travailleur, autodidacte, et qui avait un jardin derrière et qui n'arrêtait pas. Quand il avait fini le service, il allait au jardin. Enfin, voilà, c'était des gens qui se sont dévoués complètement à leur métier, quoi. Bon, et après, il y a la grande rencontre avec Paco. Ouais, l'arrivée Paris. Ouais, c'est bien que J'y vous viens racontiez. pour un an. Puis au final, Comment vous décidez? non, on me dit, c'est encore pareil, hein, des discussions, il faut que tu passes à Paris, il faut que tu ailles voir à Paris, tout se passe à Paris. Et franchement, c'était pas mon envie, hein. J'étais bien en Bretagne, j'étais auprès de la mer. Mais bon, je me dis, il faut y aller, donc on y va. Et c'est vrai que cette chance de pouvoir, grâce à Guillaume, le fait d'avoir fait cette année avec lui, je peux rentrer dans cette grande maison qu'est l'Ambroisie. Et vous connaissiez déjà le travail de Monsieur Paco? Je connaissais le travail, pas grand-chose, parce que rien ne se disait de cette maison, rien ne sortait de cette maison, parce que les gens restaient longtemps. C'était un petit noyau familial qui se mélangeait pas avec d'autres cuisiniers, donc c'était vraiment compliqué d'avoir des infos sur cette maison. On savait que c'était l'excellence, on savait qu'elle recevait les plus beaux produits, on savait que c'était du classicisme, on savait qu'elle recevait les chefs d'État, on savait beaucoup de choses, mais dans l'intérieur même de la cuisine, on savait pas grand-chose. On savait que c'était un grand chef, Bernard Paco, qui avait fait ses classes chez Perrault, qui avait une cuisine très classique, qui côtoyait les plus grosses personnalités et qui, en plus, avait un profond amour pour le produit et qu'il n'y avait pas une question d'argent, c'était juste une question de qualité de produit. Donc, j'arrive ici, dans cette maison, un peu compliqué au début, quand même, parce que je n'étais pas habitué à avoir une maison un peu familiale. Moi, j'étais habitué avant à des grosses structures. Oui, parce j'ai passé, mais vous avez travaillé au au Crayon, donc dans des maisons immenses. Là, il y a une toute petite cuisine, Voilà. il n'y avait pas beaucoup de place. C'est Non. un peu Comment présenter Bernard Paco à ceux qui le connaîtraient pas? Qui c'est? Qu'est-ce que c'est sa cuisine? Pourquoi c'est une figure aussi, disons, c'est un des géants de la cuisine de notre... En ayant fait 10 ans avec lui, maintenant ça fait 25 ans que je suis parti, en le côtoyant, en parlant encore avec lui, c'est un ovni. C'est un cuisinier qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire qu'il a passé déjà, sa cuisine, elle a passé tout le style de cuisine.
Elle a passé le moléculaire, la nouvelle cuisine. Elle n'a jamais changé d'identité, elle n'a jamais changé de style. Il n'a jamais été, comme certains chefs, comme moi je pourrais l'être des fois, un petit peu poussé à faire différemment, alors que lui, il a eu sa ligne de conduite pendant toutes ces années. Il n'a pas changé, avec une question qui était la première, le produit, une cuisine simple. En même temps, d'une technicité... Simple, mais il arrivait à faire que chaque cuisinier qui rentrait chez lui donnait le meilleur de lui-même, sans hausser la voix, sans rien dire. C'est ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé dans cette maison. C'est-à-dire que on peut arriver c'est une petite maison, un petit fourneau, on n'est pas nombreux, on fait quand même 38 à 40 couverts, midi et soir, des plats à la carte, mais on va, sans qu'il hausse la voix, sans rien du tout, on va donner le meilleur de nous. C'est-à-dire qu'on va arriver, il n'y aura pas de retard, on arrive tous à l'heure, on se donne le maximum pour lui donner le meilleur, quoi. Et ça, c'était... tous ceux qui sont passés chez Paco, entre guillemets, dans cette maison, l'Ambroisie, ont ressenti ça. C'est, voilà, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de livre de recettes. Aujourd'hui, moi, je code tout, je calcule tout, je pèse tout. Chez lui, c'était... comme tu fais 10... Moi, j'ai fait 10 ans à la viande, donc pendant 10 ans, il n'y a personne qui peut... J'ai fait les mêmes choses tous les jours. Donc, lever le pigeon, préparer, habiller une volaille, faire une sauce... j'ai pas besoin de peser les échottes, je l'ai fait une fois, je l'ai fait 10 ans. Donc lui, il avait la chance en face de moi d'avoir acquis un japonais qui a fait 17 ans. Tous ceux qui sont là-bas, ils restaient 5-6 ans. Donc il n'y a pas eu besoin de faire de livres parce que la passation, elle se faisait naturellement. Quand je suis parti, j'ai laissé ma place à quelqu'un, je l'ai formé pour le temps de partir et voilà. Donc il y a cette manière d'emporter les équipes, mais après il y a aussi... il y avait aussi une sorte de grâce et de simplicité dans son travail. Ouais. C'est quelqu'un d'attachant, quelqu'un qui connaît énormément bien les produits, qui a une cuisine juste, essentielle, c'est ce qu'on aime. Juste et essentiel. Ouais, c'est très bien dit. Et puis, sans superflu, jamais. Pas de choses qui ne servent à rien. Parce que quand vous faites 10 ans, moi j'étais son sous-chef, donc à un moment donné, vous avez envie d'amener quelque chose dans cette maison, vous avez envie de lui amener des choses de l'extérieur, un petit peu, sans trop lui changer son style, mais puis vous êtes là aussi pour ça. Enfin, comme vous êtes le sous-chef, vous devez lui amener un petit peu de... Et quand on concevait des plats ensemble, je partais dans tous les sens, parce que la jeunesse fait que on veut on met plein dans l'assiette, plein de choses différentes, et des techniques qu'on voit un peu partout, et il avait cette faculté de pouvoir me recentrer pour aller à l'essentiel. Et ça, c'était une de ses forces, pour ne pas changer son style et de dire, ça c'est de la cuisine qui peut rentrer dans la cuisine de Bernard Paco, et puis ça, tu le laisses de côté parce que ça ne peut pas rentrer dedans. Donc, c'est tous ces échanges pendant 10 ans qui ont fait que cette maison a continué comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire à faire de l'excellence. Mais moi, j'étais jeune qui travaillait avec moi, j'ai un très bon second, il m'a donné plein de choses. Ça se fait pas comme ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut que les gens aient au moins un minimum 1 an avec moi, mais ils vont dans mon sens. Et je ne suis pas derrière eux, là, je ne les impose pas ça, parce que sinon je ne serais plus personne. Sinon je la fais tout seul, je fais tout seul. Je fais que ce que je sais faire. Et peut-être pas grand-chose, c'est que quand avec eux, je fais beaucoup plus de choses. C'est ça, et puis... On peut la mettre en saucière, chef. Je la mets en saucière avec les épines vinaigrettes dessus, ça fera plus clair dans l'assiette et ça sera aussi bien. Le serveur la pose sur l'assiette. Oh, c'est joli. Vous êtes un des premiers chefs qui m'a enthousiasmé, et je vous connais depuis longtemps. Et j'ai été découvrir la cuisine de Paco très tardivement, et c'est sûr que j'ai eu un choc parce qu'on voit que vous avez appris chez lui ce que vous dites, la simplicité qui vient d'un travail immense. En fait, pour être simple, il faut c'est beaucoup faut beaucoup rassembler, réduire, enlever le bavardage pour que ce soit
Et j'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que ça, on sent que vous faites une cuisine très différente de la sienne, mais on sent que ça, il vous l'a transmis. Il m'a transmis deux choses. La première chose, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous goûtez ma cuisine, c'est centré. Il n'y a pas de choses qui ne servent à rien. C'est toute une question de goût. Si c'est juste une déco, je vois pas trop l'intérêt de la mettre, donc on la met pas. Je préfère être très simple, même visuellement être très simple, à l'essentiel. La deuxième, c'est son management aussi que j'applique depuis toutes ces années. C'est la management par la présence. Et il y a différents managements. Il y a le management où il suffit de transmettre à son second qui va transmettre à l'équipe, et puis il y a le mien où j'arrive en même temps qu'eux et puis je travaille avec eux et je leur donne moi en direct les infos, pourquoi ça me plaît pas ou comme ça qu'il faut faire et pas comme ça et ainsi de suite. Et ça c'était sa force, hein, Bernard, de pouvoir, j'appelle Bernard, mais, de Monsieur Paco, de pouvoir d'être là tout le temps, de prendre un produit de saison, que ça soit la truffe, que ça soit le cèpe, tout passer par ses mains. Et ensuite, il donnait au poste les différents cèpes. Si moi, j'avais la fricassée, en face, il y avait des copeaux. Enfin bref, c'était des termes culinaires, mais en même temps... et puis, il était là, il mangeait avec nous dans la cuisine. Il partait, revenait le soir. Il faisait la mise en place avec nous, le service. Et puis après, on s'en allait tous. Et ça, c'est un management qui m'a plu. Mais comme on parlait tout à l'heure... comme je suis un passionné, ça me plaît. Voilà. Quand la passion n'est plus là, c'est vrai que c'est difficile de venir le matin à 8h et de rester avec les gars. Là, aujourd'hui, j'ai tourné des cèpes avant de venir. J'aurais pu les laisser à quelqu'un de les faire, mais ils ne seront pas faits comme je veux, donc je préfère les faire. Voilà, Bon, à mon avis, c'est pour ça que vous êtes... votre cuisine est tellement excellente. On voit, c'est quand même pas pareil quand les gens ne sont pas là. Mais alors, on a été un peu rapidement. Comment vous avez fait pour passer comme ça, d'arriver de nulle part, il vous ouvre la porte et vous êtes là, à devenir son second? Là, j'ai poussé un peu la... C'est une belle histoire aussi. Ouais, ça fait 1 an que je suis là et il n'y avait que des chefs de parti à ce moment-là. Et j'ai dit, écoutez, moi, j'aimerais bien prendre la place de second. Ça, c'est quelque chose qui lui est propre. Et puis, il m'a dit, écoute, la place est là, vas-y. Donc vous avez eu le courage, vous avez un peu osé, il faut avoir un peu d'audace. Ouais, il faut oser, mais c'est surtout la réponse qui est pas banale. Enfin, qui est banale. Qui est pas banale parce que d'habitude, on convoque un peu si on est d'accord avec l'évolution, on convoque l'équipe et on dit, à partir de demain, lui prend la responsabilité de la cuisine. Voilà, plus personne ne dit rien, si c'est le chef qui le dit. Par contre, quand on vous dit, écoute, la place, elle est là, mais vas-y, c'est un peu plus compliqué. Je vous avoue, il y a des tensions qui se font en cuisine qui sont un peu différentes de ce qu'aurait pu être. Mais c'était lui, de pas prendre cette initiative de tout chambouler, mais de la faire que ça se fasse naturellement, quoi. Je veux dire que les autres acceptent que je leur passe devant, alors que les autres avaient une dizaine d'années de maison déjà. Donc il a fallu pousser un peu. Il a fallu être meilleur, il a fallu être plus exigeant, il a fallu encore chercher plus loin de ce que la maison était. Là, on sent là que l'engagement dans l'excellence, là... là, c'était... Cette place-là, déjà, cette maison-là, je la voulais, et cette place de sous-chef, je la voulais. Et puis, pour être très honnête, je pensais finir ma carrière là-bas. C'est clair. Voilà. Donc, vous pensiez finir votre carrière là-bas. Bon, après... les hasards de la vie, Les hasards de la vie font que on change de fusil d'épaule parce qu'il y a un petit grain de sable qui arrive et puis il faut faire différemment. Donc vous devez partir de chez Paco. Ouais, j'ai 34 ans et je dois décider de savoir ce que je vais faire, tout en restant dans l'excellence. C'est très dur parce que quand vous êtes resté 10 ans dans une maison, il n'y a pas grand-chose qui peuvent se passer. La première, c'est que vous installez. C'était mon premier souhait. La deuxième, c'est de retrouver un mentor, mais équivalent à Paco, pas facile, quoi.
un qui peut comprendre Paco, pas facile non plus. Donc, je commence la première expérience où je commence à travailler un petit peu pour ouvrir mon affaire. Donc là, à ce moment-là, c'est les années 2000. Je côtoie beaucoup Pascal Barbeau, qui venait d'ouvrir la Strance. Tous les lundis, je vais voir un peu comment il s'organise dans son ouverture. Je passe du temps avec lui, il m'explique un peu comment il fait. Et puis moi, j'essaye en même temps de penser aussi à la même chose, mais pas dans le même arrondissement, mais faire plus ou moins la même chose. Mais là, j'ai un coup de téléphone d'un autre grand chef qui me demande de passer le voir. Vous avez déjà ouvert votre affaire? Non. Choix de la vaisselle, enfin, tout était plus ou moins lancé. C'était un emplacement dans le 12e, pas loin de la place Noménil. Voilà, on était dessus, mais rien n'était signé. Et puis on m'appelle, enfin, Monsieur Sandorin m'appelle à ce moment-là, qui veut me rencontrer. J'y vais, mais j'y vais pas non plus parce que j'avais plus ou moins décidé de vraiment m'installer. Et donc, il m'appelle, je vais le voir, parce que c'est la moindre des choses, déjà. Qu'un Sandorin qui vous appelle, c'est quand même... Après, Paco, c'est quand même un grand monsieur. Je vais vous faire la différence entre monsieur et chef, mais c'est un grand monsieur. Et tellement c'est un grand monsieur qu'à la fin de notre petit entretien, j'avais signé un contrat. Comment il a fait? Il était très fort. Il a les paroles justes. Et il m'a vendu la maison comme elle était, mais il m'a vendu à la continuité de ce que j'avais besoin avant de m'installer. Je pense qu'il ne me sentait pas complètement acquis à la cause de m'installer, mais il me dit, tu peux encore apprendre. Pourquoi il vous avait appelé? Il vous connaissait? Parce que le sous-chef, son chef, s'appelait Frédéric Robert, avait fait l'Ambroisie avant. Donc il s'est dit, au moins je partirai du même noyau, de la même graine, entre guillemets, et ça serait peut-être plus facile. Il savait que personne qui sortait de chez Bernard Paco, on connaissait le classique. Et alors lui, c'était presque l'antithèse. C'est ça que Mais il a besoin, dans la création de ses plats, il a besoin de partir sur un classique. Est-ce qu'on peut expliquer un peu qui est Sandorin? Alors Sandorin, quand je dis monsieur, c'est parce que déjà, quand il vous présente à la brigade, il dit le chef, c'est lui, et moi, je suis monsieur. C'est-à-dire que je ne serai pas en cuisine, je ne serai pas en train de faire les commandes, je ne serai pas en train d'aboyer, je serai uniquement là pour goûter et pour faire les accords mets et vins avec... Donc c'est le chef qui a inventé les accords mets et vins que tout le monde connaît maintenant, c'est lui qui les a inventés. Il y a eu 3 étoiles comme ça, sans être dans la cuisine. Et juste en goûtant. Et on l'a souvent dit qu'il a un peu réinventé la cuisine, il a joué un rôle majeur, il a inspiré toute une génération de chefs, c'est vraiment... c'est très singulier, c'est presque l'antipode de Bernard Paco. C'était très très dur. Le changement Le changement fut brutal, ouais. Brutal dans le sens, chez Paco, le produit dirige l'assiette, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est au centre de l'assiette, mais si on décide de faire un jus plus corsé, on dit perlé, c'est-à-dire on rajoute un peu de gras et ainsi de suite, ça pose pas de problème. Aujourd'hui, on a envie de mettre plus de cèpe, ou pas d'estragon, puis là, demain, on a envie de mettre un tout petit peu d'estragon dans la sauce pour redonner un peu de peps. Voilà, ça c'est la cuisine Paco. On peut rajouter un œuf parce qu'on sent que c'est pas assez, on va rajouter un jus de citron. Mais là, vous arrivez dans une cuisine qui s'appelle Alain Sandorin, le carton, où là, il y a un cadre qui est le vin. Donc, comme chaque plat part avec un vin, comme chaque plat a été goûté avant, que les accords ont été faits, c'est impossible de sortir de la recette. Si dans la recette, il y avait 50 grammes de poivre, il y aura 50 grammes de poivre tout le temps. S'il y avait de l'estragon, on mettra l'estragon. Mais aussi, on a envie de mettre du basique, on ne pourra pas. Donc, c'est une cuisine très, très réglée. Ça, on verra plus tard dans ce que je vais dire, mais j'ai pris ces modèles-là aussi parce que aujourd'hui, dans ma cuisine, 3 étoiles, c'est du classique, l'essentiel dans l'assiette, les goûts, mais c'est aussi toute la base que Sandorin m'a appris, c'est-à-dire faire des essais, goûter, et quand une recette est faite, ne surtout pas la changer, tout calculer, tout peser, tout gérer.
Il n'y a plus de comment, d'approximation. Tout est calé. Voilà. Et Sandrin, c'était beaucoup de discussions parce que c'est une personne hyper intéressante, une culture générale énorme sur tout sujet, un passionné de vin, un passionné de bouffe, un gourmand, un passionné de cigares, un passionné de vie, de la vie en général. Et là, par contre, autant Paco était présent, autant là, j'étais tout seul. Là. J'avais 40 cuisiniers à gérer du jour au lendemain. J'avais des achats, tout. Enfin là, voilà. Il m'a laissé tout seul à gérer ça. Il y avait gérer le pass, gérer les sous-chefs, gérer les soucis, gérer les entretiens, gérer tout. Tout ce que Paco faisait, je viens de le prendre en un mois. Et il était très créatif, il inventait beaucoup de recettes. Il avait plein d'idées tout le temps. Donc là, ça change. Ah, ça change complètement. Ouais, mardi, on a autant Paco, voilà. il y avait 4 saisons. Voilà, on se retrouvait à chaque saison dans son appartement, en train de dire tiens, on va faire ça. Voilà, puis après, ça déviait sur les discussions avec la mère Brasier et Perrault. Mais Sandrin, c'était le mardi et le vendredi, de 9h à 15h, voire 16h, des essais. Alors, quelque chose qui nous touche beaucoup, c'est le canard à Pissus, où là, on a changé, on a gardé l'esprit de la Pissus, avec certains éléments de la recette, mais on a changé la façon de le cuisiner, la façon de cuire le canard, et on a enlevé la sauce. Ah ouais, donc très. C'était là, il fallait réfléchir et voilà. Le vendredi, on affinait, ça marchait pas. Le mardi, on recommençait et ainsi de suite. Mardi, vendredi. On ouvrait énormément de bouteilles. On faisait moi, je faisais une dizaine de plats. Donc là, c'était recherche tout le temps. Donc ça, c'était ça. Quelle formation? Là, j'ai eu 10 ans entre guillemets tranquille. Et là, je prends quelqu'un qui va à fond et qui... Vous avez resté 10 ans à nouveau. Ouais. Alors on n'a pas dit, mais le début n'a pas été si facile. Il y a un moment même, vous avez failli partir. J'ai donné mon tablier, ouais. Vous avez donné mon tablier, vous êtes mis... j'ai dit que j'étais peut-être pas la bonne personne. Parce qu'il vous avait dit que ça n'allait pas. Il vous a fait tout... Vous étiez quand même d'un certain niveau et il vous a dit c'est très beau. Ce n'est pas parce que tu as fait l'ambroisie pendant 10 ans et que tu connais bien ton sujet que tu ne peux pas te remettre en question. Parfois, c'est bien d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Essaye de construire quelque chose de différent. Je trouve que c'est dingue. Enfin, il faut vraiment être quelqu'un pour dire ça. Et puis, pour accepter un truc pareil... J'avais fait 10 ans derrière un chef. Là, je repartais pour en faire 10 sûrement avec un autre. Et peut-être même reprendre sa maison. Enfin, bref. Mais c'est surtout ces phrases. Parce que quand on fait des essais avec Sandrin, autant Paco, il va arrondir les angles. Je lui fais un plat, il va dire ouais, c'est pas tout à fait ce que j'aime, mais bon, il y a un peu de bien, on va garder ça, mais ça. Sandrin, c'est simple, il y a des séances d'essais où j'envoyais 10 plats, et à la fin du service, moi, je montais c'était un petit salon qui s'appelait le Salon Madeleine. Il y avait le directeur de salle, Madame Evancia Sandorins, Monsieur Sandorins, le sommelier. Voilà, ils étaient tous assis. Et des fois, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un plat qui était retenu. Et quand il vous expliquait, il n'expliquait pas du tout. C'est qu'il parlait d'autre chose. Il parlait de son week-end et on parlait. Donc j'avais envoyé 10 plats, il n'y avait rien qui sortait. Donc vous n'avez aucune idée pourquoi ça ne marchait pas? Non, ça n'avait pas plu. Ou alors, des fois, c'était bon, mais c'est un bon manage. Comment vous avez réussi à tenir ce très dur. C'est pour ça que je vous ai dit, le premier mois, j'ai mis mon tablier, je l'ai posé, et je crois que je ne suis pas la bonne personne. Donc ça, vous avez réussi. Et puis il est venu me chercher, il a eu encore les mots, et après j'ai réussi à trouver ma place. Donc là, j'étais dans le deuxième secret, vraiment la formation, recevoir un héritage. Ouais. Et là, vous aviez un héritage incroyable. C'était deux colosses, deux engagements dans la cuisine de manière très différente de faire. Alors après, le troisième, c'est comment on passe de ça à inventer sa propre
cuisine. Comment on passe, parce que voilà, là vous faisiez des choses, mais c'est pas encore complètement vous. Comment donc vous avez quitté le centre de Reims. C'est impossible quand vous avez fait deux fois 10 ans avec deux grands chefs, avec deux styles différents, vous avez tout donné pour eux, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas changer leur style, mais de les faire avancer, de vous retrouver en 2015 tout seul devant un fourneau, en ayant son identité. C'est clair. C'est impossible. Surtout que le premier, bon, vous avez réussi à passer outre parce que vous avez fait 10 ans avec le deuxième, mais moi, la cassure Centre de Reims, où j'aurais bien repris cette maison du Carton, il fallait que j'en fasse le deuil déjà, et puis que j'arrive dans un nouveau projet avec quelqu'un qui n'est pas un cuisinier, qui est un financier, monsieur Rébier, qui est quelqu'un qui est dans le luxe, mais qui n'est pas un cuisinier. Donc il vous a tendu la main parce qu'il allait ouvrir l'hôtel pour que vous faisiez la cuisine. Bon, il n'avait pas trop particulièrement pensé que vous feriez, que vous auriez des étoiles. Non, parce que c'était pas ce qui était prévu initialement. Il voulait du bon. Il voulait qu'on fasse de la bonne cuisine. Et là, vous vous dites, il faut que je réussisse à avoir les 2 étoiles d'un coup. Ouais. C'est la seule solution pour m'imposer. Il faut que j'invente un truc alors que je peux pas refaire du Paco du Centre de Reims. Et là... je sais que j'ai 1 an. J'ai 1 an pour tout donner, pour sortir de la maison où j'étais. Si tu prends ton temps, ça met du temps. Donc il faut tout donner. J'ai la chance à ce moment-là d'avoir des personnes qui étaient avec moi chez Centre de Reims, qui m'ont suivi et qui se sont donnés à fond, comme je me suis donné moi pour mes autres chefs, qui se sont donnés à fond. Et au début, on a fait du Paco, Banquetel, Centre de Reims. Voilà, on a fait un beau mix. Enfin, au début, puis vous travaillez comme un fou. Vous dormez sur place. Ouais. Vous travaillez tout le temps. Ouais. Est-ce que... Donc, on va parler un peu, là, quand même, quelques éléments qui vont se dégager de votre identité. Est-ce que la chaux, c'est déjà là ? Non. Enfin, j'ai fait un voyage en 2012 à Istanbul. J'ai le process dans la tête, mais le process était cuire dans un sirop, donc je ne l'ai pas totalement. Cuire des navets dans un sirop, ok, mais le reste, carottes et le reste, il n'y a pas d'intérêt. Donc, j'ai l'idée de la chaux, mais en 2015... 2016 pour avoir cherché deux étoiles tout de suite, j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc je la laisse de côté, ça. Donc vous allez avoir 2 étoiles sur cette... J'allais sur une cuisine qui aujourd'hui, il n'y a plus de plat de cette cuisine-là. C'est une cuisine qui a disparu en même temps que quand je suis arrivé, quoi. D'accord, donc les 2 étoiles, vous les avez, et c'est après, là, les années pour avoir la 3e étoile et trouver votre style, c'est là qu'il va y avoir... Entre autres, 2016, on digère, entre guillemets, parce que c'était une année 2015-2016 très forte. Donc 2016, on souffle. Et on se dit, OK, on va faire l'analyse de tous nos plats et on va se dire, bon, avec ce qu'on voit un peu, ce qui se fait un peu à l'extérieur, on va regarder ce qui est encore possible pour aller chercher 3 avec ces plats-là ou pas. Et on fait vite l'analyse qu'il n'y a plus rien qui peut aller chercher 3. Donc il faut aller chercher quelque chose. Qu'est-ce que vous sentiez qui manquait ? Pourquoi vous les avez on le voyait partout. Il n'y avait pas d'identité propre, il n'y avait pas quelque chose qui ferait venir les gens, il n'y a pas de chose qui les ferait voyager. Donc il faut réfléchir. Donc là, la chaux arrive. Donc la chaux, donc ça c'est quand même quelque chose de complètement dingue que vous avez inventé. Donc l'artichaut en premier. En Turquie, on utilise la chaux pour les fruits confits. Ouais. Donc on les met un peu dans la chaux pour qu'ils tiennent quand on met beaucoup de sucre. Voilà, quand on les cuit dans le sirop pour qu'ils s'empêchent d'éclater, on mettait un citron, vous le mettez dans la chaux et ensuite vous le nettoyez, vous le mettez dans le sirop, il ne va pas éclater. Alors vous allez métamorphoser complètement cette approche. Là, moi je trouve ça, c'est très impressionnant. Comment vous avez l'idée de métamorphoser ça ? C'est des essais qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, mais l'artichaut était le premier. Comment vous avez l'idée que par la chaux, vous allez réussir à faire quelque chose de nouveau ? Oui, et qui soit fidèle en plus à ce que vous voulez. Des essais. Franchement, au début, j'y crois pas. Ah, au début, vous y croyez pas ? Ah non, parce qu'on a fait ça avec des artichauts poivrades, ça fonctionne pas, trop de fibres.
Et puis après, on prend les décisions de faire un artichaut breton. Ça fonctionne. Puis après, on n'a pas compris comment lui redonner du moelleux. Donc, on passe à côté, on le laisse de côté, on revient, et ainsi de suite. Et puis après, l'artichaut fait que ce plat-là, au début, on ne sait pas que c'est super, mais parce que je l'avais accompagné avec un Saint-Pierre, et je mettais des quartiers d'artichaut et un Saint-Pierre, et puis Un jour, vous avez j'avais laissé le toujours, Saint-Pierre. ouais, puis j'avais toujours un client qui venait, et puis puis à la fin, il me dit, bah, écoute, ton Saint-Pierre, tu le laisses de côté, par contre, tu mets 5 artichauts, parce que je veux manger que des artichauts. Bon, il le dit, je dis, bah, tiens, c'est peut-être pas con, peut-être de le faire, et puis j'ai lancé l'artichaut tout seul. Et après, ben, j'ai attaqué le topinambour, j'ai attaqué le céleri, j'ai attaqué le salsifis, j'ai attaqué tous les légumes. J'ai fait la même chose avec tous. Et après, il y a eu la carotte qui est arrivée en 2019, 2020 même. 2020, la carotte, qui était aussi accompagnée avec un turbo au début. Et puis, turbo est parti, la carotte est restée. La sauce. Après, voilà, il y a eu... là, c'était la chaux. Je pense que la chaux, je maîtrise pas mal les produits. Faut qu'on... Peut-être on peut un peu expliquer. Je vais revenir après quand on va explorer votre style propre, mais la chaux permet... De faire une pellicule extérieure à un produit qui me permet, pendant la cuisson, de confier à l'intérieur, mais en gardant l'enveloppe naturelle du produit, sans y toucher. C'est-à-dire que plus on le laisse on fait un bain de chaux, de l'eau et de la chaux. Plus on le laisse dedans longtemps, plus la peau va être épaisse. Donc c'est à nous de calculer le poids et le temps qu'on laisse dedans pour que ça soit pas détestable sous la mâche ensuite quand on va déguster. Donc c'est beaucoup d'essais. Donc des fois on rectifie. Pour une figue, on va la peser, puis on va dire on va la laisser 30 minutes. Puis on la remet au four, puis on se dit, tiens, maintenant, c'est pas assez. On va la laisser 40 minutes. Voilà, c'est tout le temps c'est des livres qui s'ajustent au fur et à mesure du poids et du temps et du mode de cuisson qu'on utilise. Comment on arrive comme ça à devenir soi-même? Parce qu'au fond, c'est ça le défi. Comment on fait? Après, c'est quand on est sûr après de ce qu'on fait. C'est-à-dire que la chaux, le légume, je le maîtrise tellement, ça fait partie de moi, qu'aujourd'hui, c'est inné de faire des produits à la chaux et des desserts, des fruits à la chaux. Voilà, c'est même pas quelque chose que je me force, c'est que tout de suite, j'y pense. Vous voyez, là, il y a 3 jours, même pas, 2 jours, c'est la première fois que je mettais des cèpes dans la chaux. Donc, j'ai fait des cèpes dans la chaux, je les ai même mis sur les réseaux. Et le résultat est extraordinaire. Voilà, ça me donne envie. Mais voilà, il a fallu faire l'essai. On avait des cèpes qui étaient tous pareils. Je les ai pesés à 40 grammes, bien tournés, pas véreux, superbes. Hop, on les a fait tremper dans la chaux. Et puis on les a confits dans l'huile. C'est extraordinaire. Il y a de la mâche et tout, c'est formidable. Voilà, c'est encore un nouveau process qui va arriver, une nouvelle ligne d'un nouveau produit, d'une nouvelle façon de le cuire, une nouvelle façon d'utiliser la chaux. Donc voilà, j'essaye tout le temps d'y penser, et même quand je suis chez quelqu'un, chez un de mes collaborateurs, amis qui cuisine, je dis tiens, je ferais peut-être ça, mais moi j'utiliserais la chaux parce que je trouve que ça se tient pas, ça manque de tenue. Enfin voilà, toujours à la recherche d'utilisation de la chaux pour avancer encore, pour continuer de créer. Il y a un autre axe de votre travail qui va se mettre un peu en place. C'est une cuisine sans beurre. Ouais, sans beurre, sans crème. Ça, comment c'est venu? Et ça a l'air de rien, mais ouais. ça donne une identité. Plus tard, c'est 2021, ça. C'est un peu c'est nos clients qui nous donnent envie à un moment donné aussi de changer. Et puis, on me reprochait énormément d'avoir des menus longs, généreux, et on n'allait pas au bout parce que c'était trop riche, trop consistant. Crème, beurre, sur 9 plats, 9-10 plats, c'est compliqué. Donc, avec Lynn, qui s'occupe de la créa, on a travaillé un petit peu différemment. On a enlevé tout ce beurre, cette crème, mais on a gardé l'essentiel. On est parti d'une base d'un goût fort,
Et on a utilisé le tapioca et on travaille les huiles. Les huiles soit neutres, pépins de raisin, soit on va en faire une huile de curry avec plein de choses, mais c'est notre huile de curry, soit une huile de safran. Enfin voilà, on fait... et on arrivait avec un process et une pesée à trouver l'onctuosité sans beurre, sans crème. Il y a aussi, en même temps, la raison extérieure, c'est le retour des clients, mais après, on voit que c'est tellement cohérent avec votre cuisine, parce que ça permet de rassembler les goûts, une plus grande limpidité. Quand on prend la carotte, c'est un plat, c'est le premier plat qui arrive sur table, tout est réfléchi dans ce plat pour tout récupérer. Donc on va déjà préparer les épluchés, on va garder les fans et tout ça pour faire une huile de carotte. On va les tourner. Donc on va les éplucher en les tournant, on va garder les parures. On va les tourner pour qu'elles fassent toutes la même taille. Ensuite on va les poncer avec un petit papier. 220 grammes chacune. Voilà, pour qu'elles soient bien lisses, toutes pareilles. Et ensuite on va récupérer toute cette parure qu'on va centrifuger, qu'on va bloquer au congèle pour pouvoir le soir partir, que ça se décongèle pour récupérer l'essence même de la carotte. Et le lendemain, donc, on va les plonger dans la chaux, les cuire au four, et pendant tout le temps de cuisson, tous les quarts d'heure, on va l'écraser avec les doigts pour casser le bois à l'intérieur de la carotte. Et pendant ce temps-là, on va récupérer cette essence de jus qu'on va coller au tapioca et monter à l'huile de carotte. On va rajouter un vinaigre de gingembre qu'on fait nous-mêmes, du gingembre, de la ciboulette, et on envoie. Extraordinaire. Alors, on va parler maintenant de ce qui caractérise un peu votre style. Alors là, je vais vous faire des propositions. Moi, je trouve qu'il y a, dans ce qui fait un peu votre style, il y a c'est le souci de l'intensité. Vous cherchez, j'ai l'impression, l'audace d'une intensité franche. Donc, il y a chez vous, dans votre personnalité, dans votre travail, dans votre cuisine, vraiment la droiture, la franchise, le côté direct. Et on sent ça, qu'il y a une intensité inhabituelle. Ça, c'est... c'est pas arrivé, ça vient pas de moi totalement. C'est parce que j'ai travaillé avec une personne qui s'appelle Sandor Rins, et c'est soit on en met, soit on n'en met pas. C'est-à-dire que lui, ses essais et son travail, c'était d'aller à la limite du supportable. Quand il mettait l'estragon, c'était à la limite d'en avoir de trop. Et moi, je pars du même principe, et j'ai changé mon palais un petit peu par rapport à toutes ces années avec lui, où je suis même plus épicé que Lynn, la mienne, mais je mange plus épicé qu'elle. Je demande toujours plus de truffes, plus de ça, pour être juste à la limite, pour que la personne qui déguste sente tout de suite où je veux en venir. Qu'elle n'aille pas chercher trois cuillerées avant de comprendre ce que je veux amener. Donc c'est un petit peu ce travail que j'ai fait pendant 9 ans de mardi, vendredi d'essai, du vin, de l'accord avec le vin, pour aller jusqu'à cette concentration de goût il y a un plat chez moi, il ne sera parfait que quand je sentirai qu'il y a quelque chose de différent. Qui amène quelque chose de différent. J'ai passé le côté classique de Paco. Je l'ai pris pour travailler, pour commencer. Hein. Mon bouillon sera un bouillon Bernard Paco. Mais après, je suis parti sur l'intensité que me demandait Sandor Rins, avec la vivacité, l'acidité pour le vin. Et ça m'a construit mon palais. Maintenant, ça fait partie de moi. Mais... L'avantage de l'intensité, c'est si c'est pas parfaitement juste, c'est insupportable. C'est ça. Là, le truc, c'est que l'intensité, il faut que ce soit vraiment comme une note de musique parfaite. C'est pour ça qu'on doit calculer, on doit peser. Et c'est-à-dire l'intensité, contrairement à ce qu'on croit, ça demande une intégrité totale. Moi, la première chose que je me suis dit en mangeant chez vous, enfin, tout est nécessaire. Ouais. Dans mon langage, je me dis, en général, je mange, je comprends pas, c'est compliqué, on veut m'impressionner. Vous, il y a un côté, cette intensité fait que c'est propre, c'est clair, c'est direct. Le deuxième point, je trouve, de votre cuisine, c'est que c'est lisible, tout est articulé. Alors, dans mon langage, voilà, moi, je trouve que vous avez la grâce d'un Racine. J'ai toujours trouvé que votre cuisine, c'est comme un alexandrin de Racine, parce que tout est articulé précisément. Il n'y a pas un truc en trop. Vous n'êtes pas du tout une cuisine de séduction. Vous n'essayez pas du tout de séduire les gens. Moi, j'adore ça. Il n'y a aucune esbrouffe.
Voilà, il n'y a pas de bavardage, c'est comme le verre de Racine, c'est pur. Non, mais c'est aussi les années qui ont fait que ça s'est assagi un petit peu dans ma tête, mais à l'ouverture du Gabriel, vous ouvrez, vous avez déjà l'envie d'aller chercher vite les étoiles, donc vous allez mettre tout ce que vous savez dans les assiettes. À des fois, on met de trop. Et ce travail-là, il demande énormément d'efforts, de dire, il y a trop, enlève. Tu vas rajouter un truc parce que tu veux combler un endroit de l'assiette ou parce que tu as une technique que tu viens d'apprendre et que tu veux mettre absolument dans cette assiette, alors que j'ai appris à enlever tout ça et ça m'a mis beaucoup de temps à simplifier. Et donc, pour simplifier et faire ce que j'appelle le vrai classicisme à la Racine, comme Racine, voilà, ou comme Corneille, c'est extrêmement construit. C'est là où on comprend, quand vous expliquez la carotte, tout est construit comme un verre de Racine, mais quand on mange la carotte, on ne voit rien. Ça a l'air tout simple. On a l'impression, on découvre la carotte comme on l'a jamais mangée, mais on est juste plongé, baigné dans la carotte. Et ça, en fait, ça vient, tout ce que vous avez dit, d'une construction. Il y a un philosophe au début du XXe siècle qui disait la différence entre le classique et le baroque, c'est le classique, ça tient debout, c'est solide, et le baroque, ça s'envole. Et de ce point de vue-là, pas dans le sens habituel, votre cuisine est extrêmement classique. C'est posé, c'est tenu. Donc on a cette construction dans l'assiette enlevée pour qu'il y ait... L'essentiel. J'étais mangé une fois chez vous, et j'ai mangé... la volaille que j'avais déjà mangée, mais vous avez changé juste la garniture et il y avait des gnocchis Et je n'en suis pas revenu, tout avait changé. C'est-à-dire, c'était la même volaille, mais juste la différence des gnocchis. Tout était métamorphosé, comme dans un grand morceau de musique, on change une note et tout change, ou un coup de pinceau de Cézanne et tout change. Et là, on voit la construction et tout est en rapport à tout. Parce qu'on pouvait penser, il y a la garniture, il y a le plat, on change la garniture, ça va changer, mais toute l'assiette était différente. C'est beaucoup d'essais, beaucoup de travail, et comme je vous dis, parler d'intensité, parce que c'est vrai que quand j'ai une personne qui arrive et qui me dit qu'elle n'aime pas les choses fortes, c'est très compliqué pour moi, parce que tout est fort. Enfin, tout est fort tout est juste, mais tout a du goût. Oui. Donc c'est très compliqué Et puis quand on me dit, la deuxième chose, c'est quand on me dit on n'aime pas du tout les acides. Et moi, c'est très compliqué aussi, parce que j'ai beaucoup d'acidité. Oui, parce que ça tranche. Alors, on en a besoin pour aller jusqu'à la fin du menu. On en a besoin aussi pour pas être... pour pouvoir profiter de chaque plat et de le comprendre, et surtout de prendre plaisir à le manger. Donc, s'il n'y a pas d'acidité, c'est mort. Ça, c'est Sandorin, ça aussi. C'est la construction d'un plat où l'acidité, à un moment donné, arrive. Pas obligatoirement avec un vinaigre, mais elle peut arriver sur plein de différentes solutions. Et c'est tout ça que j'aime aussi. C'est continuer d'approfondir un petit peu d'approfondir ma cuisine, de faire évoluer les plats, d'amener un nouveau plat. Mais voilà. Mais tout ça aussi, ça a été, que ce soit la chaux, qui me permet aussi le chaud et les sauces sans beurre, sans crème, ça m'a permis de tout maîtriser. Et ça, c'est hyper important pour moi. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait les cèpes et tout ça avant de partir parce que je voulais que c'est moi qui l'ai fait. Ma cuisine, j'ai fait en sorte aujourd'hui que je la maîtrise. Même si c'est pas moi qui suis là, je la maîtrise. Oui, même si vous êtes capable de vous remettre en question complètement. On vous dit, ce plat, c'est pas formidable. Vous dites, je vais trouver autre chose. Donc, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, à la fois, il y a une immense maîtrise, mais vous avez une curiosité, une ouverture et une capacité de vous remettre en question. Le troisième grand axe de votre travail, je trouvais, s'il y avait l'intensité puis le sort de classicisme d'articulation, je trouve, c'est l'élégance à la française. Moi, je trouve qu'il y a un côté proustien dans votre travail parce que ça apparaît faussement simple. C'est cette délicatesse française. C'est la grande tendresse, la mesure. Et du coup, je sais pas, c'est ma manière de parler, mais
je trouve qu'il y avait une attention tellement subtile, parce que quand on fait, comme vous dites, la carotte, donc tout va compter. Donc je trouve ces nuances, comme chez Proust, tous les mots, et j'ai l'impression que c'est ça, c'est l'élégance, la vraie élégance. C'est ce qui me caractérise aujourd'hui, c'est que je pense que je suis passé par différentes phases. On parlait tout à l'heure d'élégance et tout. Et je pense que aujourd'hui, mon style est totalement en adéquation avec moi. Je me suis un petit peu assagi dans tout ça et je veux mener ma vie avec des choses simples et des éléments qu'on gâche le moins possible, qu'on laisse le plus naturellement possible. Et c'est ça qui me caractérise aujourd'hui, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est quand je viens chez vous, j'ai l'impression de la quintessence de l'élégance française, cette manière de autant ce chic profond, oui. Autant avant, je prenais du temps sur les dressages, je refaisais 3 ou 4 fois les dressages. Maintenant, ça a d'une simplicité. Je pose l'élément, tac, tac. J'ai même pas besoin de. Et quand on voit ça, du coup, c'est. Voilà. Il n'y a pas de chichi, il n'y a rien. Ça me met dans des états de. Je trouve que c'est extraordinaire. Puis c'est ce qui me donne cette passion au quotidien. Et alors, le dernier point, j'ai trouvé aussi, c'est un peu. Voilà, je suis philosophe, je ne peux pas m'empêcher, mais je trouve qu'il y a un côté un peu platonicien, parce que vous allez à l'essence, à la quintessence des produits. C'est-à-dire, c'est pas juste ce qu'on croit être une carotte, c'est au-delà de l'apparence de la carotte, au travers de toutes les apparences de la carotte, pour vraiment sentir ce qu'est une carotte, ou enfin n'importe quel produit, je prends la carotte parce que c'est devenu un peu... Il y a une sorte de quintessentialisation d'une élégance folle dans votre travail. Et je pensais aussi à une phrase de Rodin, qui disait « Dans l'art est beau ce qui a du caractère ». Et je trouve que ce mélange de caractère et d'élégance, je crois que c'est vraiment ce que j'ai l'impression qui, maintenant, aujourd'hui, caractérise votre travail. Le dernier point, c'est comment on fait face à la pression, pendant des services intenses, comment on fait comment vous avez fait. Et voilà, on finit par trouver son identité, on trouve sa voie. Comment on perd pas ça et comment on se laisse pas faire par la pression? La pression, on en a tout le temps. On vit avec. Mais comme je me suis fabriqué mon style, comme je disais tout à l'heure, oui, bien sûr que je peux me remettre en question parce que j'ai une demande particulière et tout. Mais comme j'ai bien réfléchi à comment gérer ma cuisine, mettre tant de personnes à chaque poste, toujours travailler en binôme et ainsi de suite, tout peser, tout calculer, même à ce que je mets dans la saucière et tout goûter avant de service. Il y a les seules choses où je maîtrise pas et que je ne maîtrise que quand je le vois, c'est quand je dresse, c'est la cuisson. Comme cuisson d'un pigeon et tout, on voit tout de suite si c'est trop cuit, pas cuit, on revoit, mais j'ai tellement mis tous les curseurs bien comme il faut, j'ai tout bien bloqué, j'ai tout bien calculé, que je me suis vachement plus détendu face à un service. Bien sûr, il y a des services plus durs que d'autres, il y a des moments où tout le monde arrive en même temps et ainsi de suite, et la pression, on la gère par communication ou en mettant on appuie un peu plus sur les personnes pour qu'ils dégagent, enfin pour qu'ils avancent un peu mieux. Mais moi, au quotidien, déjà, je n'aurais pas pu être comme ça aujourd'hui si j'avais pas eu 3 étoiles. Ça, c'était pour moi, j'aurais pas pu vivre sans. Mais j'avais déjà préparé ma façon d'être en ayant ces 3 étoiles. C'est-à-dire que j'avais tellement tout mis en place pour mon focus pendant 2 ans, c'était de calculer, maîtriser, calculer, réduire, tout gérer. On a l'impression que c'est la concentration et l'attention au moindre détail qui fait qu'on ne stresse pas. C'est-à-dire que on n'a pas peur des détails, vous regardez les détails, et que cette concentration, c'est pas ce qu'on croit qui enlève la pression, c'est de redoubler de concentration. Ouais.
je suis là, je suis présent, mes équipes sont là, j'ai des sous-chefs qui sont là. En salle, j'ai un service de salle formidable. Je ne vois pas ce qui peut m'arriver. À part, bien sûr, il y a toujours une personne qui ne peut ne pas aimer. C'est normal. Enfin, chacun, on a des goûts différents, et heureusement. Mais sur l'exécution, sur l'émotion, sur le partage, sur tout ça, j'ai entièrement confiance à toutes les personnes avec qui je travaille. Voilà, là, c'est un autre point clé, je crois, de ce qui fait que on tient et on n'a pas la pression et qu'il y a cette grâce, c'est de savoir s'entourer. C'est vraiment, voilà, tous les gens qui ont vu vos cuisines et tout ça, voilà, vous avez gardé ça, de ce qu'on a parlé de Monsieur Paco, le fait que vous êtes là et que les gens sont heureux de se donner. Oui, ils sont nourris de ma présence. Ouais. Oui, et travailler enfin, l'excellence porte l'excellence et tout le monde sent un peu la merveille. On ne dit pas assez, mais quand même, être en rapport à l'excellence, ça rend la vie merveilleuse quand même. Ça demande beaucoup de soi quand même. Moins maintenant, mais beaucoup d'années où beaucoup de choses sont passées après, quoi. Donc il faut aussi vivre avec ça. C'est-à-dire les moments de vie qui passent après la cuisine. Hein. C'est clair. Et pour aller chercher l'excellence, c'est long. C'est long. C'est long, et c'est, comme je dis, si à un moment donné on lâche, tout ce qu'on a fait avant, c'est fini. L'excellence, c'est des détails, comme je dis, c'est énormément de présence. J'ai énormément travaillé pour arriver là. C'est clair. Et en même temps, comme je l'ai dit plusieurs fois, quand on goûte votre cuisine, le travail, ne se voit pas. Ça, c'est quand même... c'est hyper important. C'est tellement beau. Moi, je trouve là, c'est l'ultime générosité, au fond. Vous travaillez, mais quand on voit un plat, c'est juste... c'est tellement juste et tellement... c'est merveilleux. En tout cas, je suis tellement heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Vous le savez, mais je le dis un peu pour ceux qui nous écoutent, j'ai regardé une seule fois la transmission du Michelin. C'est quand vous avez vos 3 étoiles. Je pensais que vous les auriez. J'ai regardé et j'ai pleuré sans m'arrêter pendant 10 minutes, tellement j'étais heureux pour vous, tellement je trouvais que vous le méritiez. Et je trouve que ça fait du bien de voir des gens comme vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange, et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.